Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Et si derrière les pires horreurs de notre monde se cachait le message d'un manga? One Piece a littéralement changé ma vie, et je sais que je ne suis pas le seul. Si ce manga touche autant de gens, c'est parce qu'il va bien au-delà d'une simple aventure de personnages fictifs. Mais alors pourquoi ce manga touche-t-il autant de personnes? À première vue, One Piece raconte simplement l'histoire d'un gamin, Luffy, qui rêve de devenir roi des pirates. Un rêve qui ne fait pas sens dans notre monde. Et pourtant, plus on avance dans cette histoire, qui a commencé il y a plus de 28 ans, écrite par Eiichiro Oda, et plus on réalise qu'elle parle de nous, de notre monde et de notre réalité. C'est en réalisant ça que m'est venue une idée. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un monde rempli de guerre, de haine et d'injustice. Et il est selon moi plus que jamais primordial de tenter de se comprendre, réfléchir et de trouver des solutions. Car l'humanité ne doit pas et ne devra jamais se résumer à ces mots-là. Mon objectif est donc de créer une vidéo qui explore certaines problématiques majeures de One Piece, des problématiques que l'on peut également retrouver dans notre monde, et d'analyser les solutions que tente d'apporter Eiichiro Oda à travers son œuvre. Bien sûr, tout ça reste personnel et hypothétique, car notre monde est bien plus complexe. Mais je reste convaincu d'une chose, comprendre One Piece, c'est mieux comprendre notre monde. Et peut-être même, commencer à le changer. C'est par l'intermédiaire de l'un des flashbacks les plus oubliés mais importants de One Piece que je vais introduire la première problématique, l'opposition entre science et croyance. 昔々今から400年も昔のどこにも記されることなくしかし脈々と人々の心に刻まれ受け継がれてきた物語。それは魔物と呼ばれた戦士と嘘つきと呼ばれた冒険家の真実のお話。Il y a 400 ans, sur l'île de Jaya, le peuple chandien, dirigé par le grand guerrier Kalgara, est frappé par la fièvre des bois. Le grand prêtre, avec ses dernières paroles, croyant à une malédiction, ordonne de sacrifier Mousse, la fille de Kalgara, pour apaiser leur dieu. En pleine tempête, Montblanc-Norland, explorateur, botaniste et médecin de... Bref, vous avez compris. Guidé par un mystérieux son, accoste sur l'île avec son équipage. Il découvre un village désert, mais peuplé de malades, et reconnaît aussitôt la maladie. Lorsque le rituel commence, le serpent géant Kashi, considéré comme un dieu par le peuple chandien, apparaît. Norland intervient, tue Kashi et sauve Mousse, déclenchant la colère de Kalgara qui y voit un sacrilège, sans écouter les mots de Norland. Un ancien du village, entendant ces paroles, accorda à Norland un sursis jusqu'au lendemain soir. Norland partit alors seul chercher de la conine, substance contenue dans l'écorce de l'arbre Kona, capable de guérir la fièvre des bois. Cependant, un séisme le surprit et il se retrouva piégé dans une crevasse. Kalgara y vit une punition divine. Norland, lui, se moqua des dieux de Kalgara qui n'arrivaient même pas à lui ôter la vie et répliqua que sacrifier des innocents ne servait à rien. Il dit notamment « Vos dieux, aussi formidables soient-ils, ne valent pas une vie humaine. » Rappelez-vous de cette phrase. Il raconta que dans son pays, beaucoup étaient morts de cette maladie et que d'autres avaient consacré leur vie entière à trouver un remède. Refuser ce savoir, c'était insulter leur mémoire et leur sacrifice. Ces mots résonnèrent dans le cœur de Kalgara. Un autre serpent surgit à ce moment-là. Kalgara vit en lui le fils du dieu Kashi, envoyé pour tuer Norland. À ce moment-là, il n'hésite pas. Il l'abat, brisant un interdit chandien. Comprenant que Norland tenait dans sa main un remède, la clé de la guérison de son peuple, il l'aida à se libérer. Norland guérit alors le peuple chandien. En signe de confiance et de reconnaissance, Kalgara conduisit Norland à la cité d'or de Chandora, protégée par les Chandiens depuis des siècles. Au centre se trouvait une immense cloche d'or. Kalgara expliqua. Le son de cette cloche transmet à nos ancêtres dans les cieux le message « Nous sommes ici », afin qu'ils ne se perdent jamais et puissent toujours retrouver leur chemin pour revenir et nous protéger. Norland reconnut alors ce son comme celui qui l'avait guidé jusqu'ici.
Calgara lui confia que ses ancêtres, il y a 400 ans, étaient morts dans une guerre pour protéger cette cloche et son poneglyphe. Après 1 mois de partage, un malentendu éclata, ce qui empêcha nos 2 amis de se voir. Lorsque Calgara comprit la raison de ce malentendu, le navire de Norland s'éloignait. Il courut donc sur la plage de toutes ses forces tout en ordonnant de sonner la cloche. Il cria à son ami de revenir le voir et que la cloche sonnerait chaque jour afin qu'il puisse retrouver l'île lors de sa prochaine visite. Elle devint alors le symbole de leur amitié éternelle et de leur promesse de se revoir. Quand Norland revint avec son roi, l'île avait disparu. Il se fit exécuter publiquement en étant traité de menteur. On apprit plus tard que la cité de Chandora avait été propulsée dans le ciel avec ses habitants. Dans le ciel, le peuple local vit en Chandora une terre divine, ce qui déclencha une guerre. Calgara, défendant ses terres mais pensant toujours à sonner la cloche, mourut sans avoir pu la retrouver et ne put honorer sa promesse. Il faudra attendre un certain Monkey D. Luffy, 4 siècles plus tard, pour permettre à ses 2 amis de tenir leur parole. Cette histoire, si on la décortique, résume parfaitement l'opposition entre science et croyance. Dans ce flashback, l'opposition entre ces 2 entités commence au moment où Calgara se moque de Norland coincé dans une crevasse. Non. Au moment où Norland empêche Moose de se faire dévorer. Non plus. Alors quand Norland soigne le premier Chandien qu'il croise sans hésitation. Pas encore. En réalité, tout commence à l'instant où Norland, perdu dans une tempête, entend un son. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce flashback, on pourrait croire que Norland et la science l'emportent sur Calgara et la foi, en sauvant le village grâce à la conine. Mais la vérité est bien plus nuancée qu'elle n'y paraît. Car derrière cette opposition apparente, il y a en réalité une histoire commune, celle de peuples séparés par la culture, mais unis par un même héritage fait de sacrifices. Une foi peut naître dans un temple, une science dans un laboratoire, mais toutes 2 reposent sur des générations prêtes à souffrir pour que d'autres puissent vivre. Les ancêtres chandiens ont donné leur vie pour protéger Chandora et assurer la survie de leur peuple. Chez Norland, des malades, des chercheurs, des scientifiques et des médecins ont donné la leur pour trouver un remède. Le combat est le même, mais sous une forme différente, le sacrifice des anciens pour que les générations futures puissent vivre. Cela fait écho à Norland, coincé dans cette crevasse, tentant de tendre sa main. En réalité, il ne tend pas un remède pour soigner une maladie, il tend une mémoire. La mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour que d'autres ne la perdent pas. Et c'est ce que dit Norland au fond. Tu peux croire, tu peux prier, mais n'oublie pas que certains ont souffert et donné leur vie pour que tu puisses vivre sans souffrir. Alors honore-les en vivant. Alors, Calgara, sacrifier une vie supplémentaire, d'autant plus celle de ta fille, ce serait cracher sur les sacrifices et la mémoire de mon peuple, alors même que je te propose la solution que eux ont trouvée contre cette même menace invisible. Sacrifier une vie supplémentaire, ce serait renier le sang versé il y a 4 siècles par les ancêtres de ton peuple, morts pour protéger Chandora et cette cloche dont tu es si fier. Sacrifier une vie supplémentaire, ce serait accepter que toutes ces vies n'avaient aucune valeur. Et c'est là, pour la première fois, que la phrase de Norland « Vos dieux, aussi formidables soient-ils, ne valent pas une vie humaine » résonna si fort avec la foi du grand guerrier que celui-ci comprit. Il comprit que même chez les étrangers, on honore les morts. Pas en sacrifiant des vies, mais en sauvant celles qui restent. Et c'est dans ce moment suspendu où l'on croit voir Norland détruire la foi de Calgara, qu'en réalité il l'ouvre et il l'étend. Il lui montre qu'il existe une autre manière de rendre hommage aux morts, en prolongeant leur combat, pas en répétant leur douleur. En acceptant cette aide, Calgara prouve que les traditions ne doivent pas nous empêcher de survivre, ni de voir la réalité en face. Cependant, ce que semble nous dire Oda ici, ce n'est pas que les traditions sont mauvaises, mais plutôt que les traditions qui survivent au temps sont celles qui acceptent d'évoluer. C'est exactement ce qui se passe au dernier instant où Norland voit son ami. La cloche, guide des âmes chandiennes et symbole de la fierté du peuple chandien, acquiert un nouveau rôle au moment où son héros quitte l'île. Celui de devenir le symbole d'une promesse entre 2 hommes que tout semblait opposer, mais qui sont devenus meilleurs amis. Grâce à elle, ce lien échappe au temps. Et même si c'est un phénomène naturel, le Knock Upstream qui l'a préservé, on peut se demander en connaissant la fin de cette histoire et le moment où a sonné cette cloche pour la dernière fois, si ce n'est pas un dieu finalement qui l'a voulu, et donc si les dieux n'existent pas réellement. Car si lors du sacrifice de Moose, Norland semblait ridiculiser les dieux chandiens comme le dieu du soleil que les chandiens priaient, n'est-ce pas grâce à celui-ci, souriant et libérant les peuples opprimés, que la promesse de Norland a été tenue ? Ainsi,
La cloche, symbolisant au départ les croyances et qui pouvait sembler repousser la science, finit par incarner l'harmonie des deux. La science qui sauve un croyant, la croyance qui sauve un scientifique. C'est pour cela que cette opposition a commencé au moment où Norland a entendu la cloche pour la première fois. Ce son qui l'appelait. C'était à la fois celui de l'aventure, celui d'un guide dans la tempête, mais aussi et surtout celui des ancêtres chandiens l'invitant à sauver leur peuple en échange d'une amitié éternelle. Bien sûr, Norland ne percevait sûrement pas ce son ainsi, mais sa réaction laisse à penser que les voix du passé ont réussi à le convaincre de venir et à le faire changer le cours de l'histoire. Cette entente n'a été possible que grâce à une parole, grâce à un dialogue entre deux entités. Et pour que nous puissions réitérer cela dans notre monde, le mouvement de la théologie naturelle semble proposer une voie de sagesse. En quelques mots, la théologie naturelle est une démarche qui cherche à comprendre Dieu à travers la raison et l'observation du monde, sans s'appuyer uniquement sur des textes sacrés ou des révélations. Elle affirme que la science et la foi ne sont pas ennemies mais complémentaires. La science répond au comment, la foi au pourquoi. Elle invite à ne pas rejeter la foi face aux avancées scientifiques, ni à refuser la science sous prétexte de croyance. Au contraire, elle nous rappelle que c'est dans la complémentarité entre raison et foi que l'humanité peut construire un avenir plus équilibré, éclairé par la connaissance et habité par le sens. Cette approche trouve un écho puissant dans la figure d'Alexander von Humboldt, naturaliste et explorateur allemand du XIXe siècle, qui a parcouru l'Amérique du Sud pour étudier la nature ainsi que les cultures autochtones. Cet homme était animé par une vision scientifique du monde, mais également par une curiosité profondément respectueuse des croyances locales, miroir de Norland dans One Piece. Il a notamment contribué à réduire les préjugés sur la supériorité de la science par rapport aux foi et traditions, documenté le savoir des peuples qu'il a rencontrés, qui étaient souvent méprisés par les Européens, reconnu leurs valeurs scientifiques sur les plantes médicinales par exemple, et défendu leur dignité à une époque de colonisation brutale. Si je vous parle de cet homme-là, ce n'est pas pour rien. Rappelez-vous, du nom du remède contre la fièvre des bois dans ce flashback, la conine. Nous apprenons dans les SBS du chapitre 302 que la conine est inspirée de la quinine, véritable médicament de notre monde. Un médicament fabriqué à partir de l'écorce de l'arbre quinquina, permettant notamment de lutter contre le paludisme. Dans notre monde, cette découverte a été possible grâce au savoir des peuples indigènes, transmis au monde en partie par l'intermédiaire d'un homme, oui, vous l'avez peut-être deviné, Alexander von Humboldt. Ainsi, Eiichiro Oda ne s'est pas seulement inspiré de cet homme pour le remettre dans son récit, mais également pour tout ce qu'il représentait. Cet homme est considéré comme l'un des hommes oubliés les plus importants de la science, une information qui n'a sans doute pas échappé à Eiichiro Oda. Donc si l'auteur a choisi de s'inspirer de Alexander von Humboldt pour un arc qui explore la mémoire des peuples et l'histoire, avec les poneglyphes et les ruines de Skypiea, il est possible que le message qu'il souhaite transmettre soit que tout comme Alexander von Humboldt, cet arc ne doit pas être oublié. Alexander von Humboldt pour ce qu'il a accompli, ainsi que pour ce qu'il pourrait encore nous inspirer à accomplir, et cet arc pour ce qu'il représente, ainsi que pour les indices qu'il contient sur la suite et fin de One Piece. Cela sous-entend que si, dans notre monde, science et croyance veulent coexister et se compléter, il faut accepter d'écouter même ceux dont les convictions diffèrent des nôtres. En apprenant à se comprendre, en reconnaissant ce que chacun peut apporter, que ce soit par ses croyances, ses différences ou ses connaissances, nous pouvons construire un avenir meilleur pour les générations de demain. Si l'histoire de Norland et Calgara nous montre que science et croyance peuvent coexister harmonieusement, l'exemple qui va suivre nous rappelle une vérité encore plus brutale. Il ne suffit pas qu'elle puisse coexister, il faut qu'elle le fasse. Car une science sans morale, sans conscience, peut conduire au pire. Rien n'illustre mieux cela que la bombe atomique. Et là, il est difficile de ne pas penser à certains passages de One Piece. Lulusia, cette île effacée de la carte par une arme inconnue mais qui a utilisé comme source d'énergie Mother Flame, une invention de Vegapunk, évoque immédiatement Hiroshima, une ville entière réduite en cendres en un instant, et un gouvernement qui tente ensuite de cacher la vérité. Tout comme dans notre histoire, ce secret ne pourra pas être éternel. Dans l'œuvre, c'est Vegapunk, véritable miroir de Albert Einstein et Isaac Newton, autant plastiquement que dans les connaissances, qui se fait porteur de la mémoire de Lulusia, puisque aucun survivant ne le peut. Dans notre monde, ce sont les Hibakusha, survivants japonais de la bombe atomique, qui ont porté leur témoignage malgré la stigmatisation et le silence qu'on a voulu leur imposer. Comme exemple, Tsutomu Yamaguchi,
seul japonais officiellement reconnu comme ayant survécu à la fois au bombardement d'Hiroshima mais également à celui de Nagasaki 3 jours plus tard, a consacré la suite de sa vie à promouvoir la paix et faire passer le message de la monstruosité des armes nucléaires, malgré le fait que les Hibakusha qui ne restent pas dans le silence sont pointés du doigt et considérés comme des monstres par les Japonais eux-mêmes. En plus de devoir supporter la douleur physique des blessures qu'ils ont subies, ils doivent également supporter la douleur de l'exclusion. La bombe atomique a tué de nombreuses personnes. Chacun d'entre vous doit tirer la leçon des événements du passé et ne pas oublier que la paix est inestimable. Nous ne devons jamais renoncer à travailler pour une paix mondiale éternelle. Je m'engage à faire de mon mieux jusqu'à la fin de mes jours. Moi, Tsutomu Yamaguchi, 90 ans. Rappelez-vous également de l'arc de Wano Kuni. Ce n'est pas un hasard si Eiichiro Oda joue avec les noms. Onigashima résonne étrangement avec Hiroshima. En japonais, Onigashima signifie l'île des démons, inspirée de la légende de Momotaro. Ce lieu qui menace d'écraser Wano Kuni est une métaphore qui symbolise le traumatisme japonais. Si Momonosuke et Luffy réussissent à empêcher la chute de l'île, c'est comme si Eiichiro Oda nous montrait que la tragédie d'Hiroshima aurait pu être évitée si une main juste, un dieu bienveillant ou simplement des hommes de conscience avaient eu le courage de dire non. Ce n'est pas une question de science, pas surtout pas pour la plupart une question de science, mais des actions des hommes, des intentions des hommes et des puissances des hommes. Dans One Piece, Vegapunk est l'esprit brillant, l'homme de science pure, qui se voit forcé de travailler pour un gouvernement injuste s'il veut pouvoir financer ses recherches. Mais ses inventions sont détournées par le gouvernement mondial, comme les travaux d'Einstein et Oppenheimer l'ont été par l'armée. Car derrière Hiroshima et Nagasaki, il y a aussi des hommes de science. Albert Einstein, dont la formule E égale mc² a ouvert la porte de l'énergie nucléaire, n'avait jamais voulu créer une arme. Mais, par crainte que l'Allemagne nazie ne développe la bombe avant les Alliés, il signe avec Léo Szilard une lettre à Theodore Roosevelt, lançant ainsi le Manhattan Project. Ensuite, il y a Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Lui qui, au moment du premier test nucléaire, cite la Bhagavad Gita « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Il ne parle pas en savant triomphant, il parle en homme brisé, conscient que ce qu'ils ont libéré ne pouvait plus être contrôlé. Après Hiroshima, Oppenheimer dit au président Truman « Monsieur le Président, je sens que j'ai du sang sur les mains ». Et cette phrase glaciale résonne comme l'aveu que la science, sans foi ni morale, ne produit pas la paix, mais le sang. Oda, à travers ses parallèles, semble nous rappeler une leçon universelle. La foi sans science devient fanatisme, la science sans foi devient désastre, mais ensemble, elles peuvent sauver l'humanité. Seulement pour ça, il faudrait que les croyances ou simplement la raison des hommes puissent empêcher la science d'être utilisée de manière destructrice. Cela nous rappelle encore une fois Norland et Calgara, dont les ancêtres ont donné leur vie pour les générations futures. Les Hibakusha symbolisent parfaitement ces ancêtres. Ces ancêtres qui ont vécu la pire des souffrances et qui nous racontent leurs histoires et cauchemars pour éviter que l'humanité ne reproduise les mêmes erreurs. En d'autres termes, leur douleur est devenue une mémoire vivante et une barrière contre l'oubli. Car à l'instar de l'attaque des titans et de sa morale qui nous rappelle que le cycle de la haine ne prend fin que lorsque l'on décide de dialoguer avec l'ennemi et de le comprendre, cela nous rappelle donc que la paix n'est pas un oubli, mais plutôt une promesse de ne plus jamais répéter. Pour clore la problématique de la science et des croyances, je pense qu'il est important de finir avec Saturne, ainsi que le plus grand scientifique du manga. Non, pardon, Vegapunk encore une fois. Mais cette fois, face à eux, se tient probablement le personnage qui représente le mieux la croyance dans One Piece, Bartholomew Kuma. Rappelez-vous du flashback de cet homme. Saturne incarne une science froide, vidée de toute humanité, une logique stricte qui refuse tout ce qui dépasse le cadre rationnel et qui ferme les portes de l'inimaginable. Vegapunk, lui, plus nuancé, représente plutôt la science absolue, le génie qui incarne la raison dans ce qu'elle a de plus pur, mais également de fragile. C'est une raison qui calcule, qui déduit, qui croit tout pouvoir prévoir et tout contrôler, mais qui reste prisonnière de ses propres limites. Et puis Kuma, lui, représente l'homme brisé, l'esclave humilié,
l'expérimentation vivante, qui malgré tout a gardé une chose que Vegapunk peine à croire et que Saturne refuse de croire, la foi en son dieu. Et c'est là que tout bascule. Car si l'on s'arrêtait à la science seule, alors Kuma aurait cessé d'exister le jour où Vegapunk a effacé sa mémoire. Si l'on s'arrêtait à Saturne, Kuma n'était plus qu'une arme vide, un pantin mécanique sans volonté propre. Mais la foi, elle, refuse les limites. Kuma n'est pas censé avoir survécu, mais son amour, appuyé par sa foi, a survécu à sa propre mort. Et c'est cet amour-là, plus fort que la mort, qui a sauvé Bonnie. Car l'amour seul peut être une flamme fragile, une belle flamme, mais impuissante. Ce qui a donné à l'amour de Kuma pour Bonnie une force de libération, ce qui l'a fait devenir acte, ce qui a rendu possible ce geste insensé de traverser le monde pour sauver sa fille, c'est la foi qu'il portait en son Dieu. Autrement dit, c'est parce que Kuma croyait si fort en Nika que son amour est devenu cette force insoupçonnée. C'est parce que pendant sa vie, il voyait derrière ses chaînes et ses blessures l'image de Nika, figure de liberté absolue, qu'il a trouvé la force de défier ce que les scientifiques Saturne et Vegapunk croyaient impossible. C'est parce qu'il n'a pas eu peur des limites que la science imposait, puisqu'il croyait en une vérité qui les dépasse, que celle-ci était invisible à ses yeux. Et par-dessus tout, c'est parce qu'il aimait sa fille d'un amour si grand que sa foi a appuyé cet amour et créé un miracle malgré sa conscience disparue. Alors pour clore ce chapitre, je te dirais de retenir ceci. Bien que la science soit essentielle, que tu sois croyant ou non, ne laisse jamais les limites des autres définir ce que tu peux être, ce que tu peux faire ou ce que tu peux devenir. Si tu crois en quelque chose de plus grand que tout, si tu as un rêve impossible, si tu as une foi inébranlable ou si tu rêves de ressembler à un héros qui t'inspire, crois-y plus fort que tout. Parce qu'il est possible que, comme Kuma qui est devenu à la fois la clé pour faire apparaître son dieu et la clé de l'impossible, toi aussi, en croyant en toi, en ta foi ou en tes rêves, tu parviennes à ton tour à réaliser un miracle. Personne ne mérite d'être rejeté ou opprimé pour ses origines, ses croyances ou ses différences. C'est une leçon que One Piece nous transmet à travers les souffrances et les combats de ses personnages. Et donc bien que l'humanité ait progressé à travers le temps, il reste encore trop de gens incapables d'aller au-delà de leurs différences. Je pense donc qu'il est important d'introduire la deuxième problématique, le racisme. Petite parenthèse, je vous conseille le film La Voie de la Justice, inspiré de faits réels qui traite parfaitement du racisme et qui m'a beaucoup marqué. Dans One Piece, cette problématique du racisme est amenée de manière claire et centrale à plusieurs moments, dont notamment durant l'arc de l'île des Hommes-Poissons. Cet arc nous fait comprendre que les Hommes-Poissons symbolisent les humains opprimés de notre monde. Le racisme qu'ils subissent peut, selon moi, être divisé en deux grandes catégories. Celui qui naît de la peur de l'inconnu et celui qui découle de la cruauté pure. Au départ, pour énormément d'hommes-poissons qui ne connaissent rien du monde de la surface puisqu'ils sont confinés au plus profond de l'océan, tous les humains sont des monstres et il est impossible de faire la paix avec eux. C'est pourquoi je pense qu'il est important de décortiquer les deux axes principaux amenant au racisme, car cela permet de comprendre la différence entre la vision des hommes-poissons et la réalité de la situation. Si l'on prend l'exemple du racisme lié à ce que j'appellerais la peur de l'inconnu, l'histoire de Kohala illustre parfaitement qu'il est possible de le dépasser. Jeune esclave libérée par Fisher Tiger, elle était d'abord terrorisée par les hommes-poissons en arrivant sur le navire de l'équipage du Soleil. Puis, en vivant à leur côté, elle finit par comprendre qu'elle pouvait s'entendre avec eux et effaça ainsi les préjugés et la peur que ses parents lui avaient transmis. Les hommes-poissons, de leur côté, avaient d'abord réagi violemment en prenant les armes contre la petite fille. Mais en voyant qu'elle était inoffensive et terrifiée, ils réalisèrent à leur tour que tous les humains n'étaient pas des ennemis. Ce racisme classe indirectement les différentes races par catégorie en créant la peur dans les différents camps, mais celui-ci peut disparaître avec le dialogue, l'expérience partagée et le courage d'aller vers l'inconnu pour le comprendre. En revanche, le racisme que j'appellerais lié à la cruauté pure est plus difficile à surmonter car il n'existe que du point de vue des hommes-poissons. Cependant, bien qu'il soit plus difficile à faire disparaître, il découle dans la grande majorité des cas d'une erreur d'interprétation des hommes-poissons, car ils n'existent pas réellement. Je m'explique. Ce que j'entends par cruauté pure, c'est ce dont font preuve les pirates qui viennent piller l'île des hommes-poissons, ou ce dont font preuve les dragons célestes.
Ces individus-là font preuve d'une cruauté naturelle, ancrée au fond d'eux-mêmes par leurs valeurs immorales ou inexistantes, et sont cruels envers humains et hommes-poissons sans distinction. Seulement, du point de vue des hommes-poissons vivant au fond de l'océan, voir des humains les mépriser ainsi est associé à du racisme, alors qu'en réalité, les pirates pillent des humains à la surface et les dragons célestes méprisent humains comme hommes-poissons, ce qui biaise leur vision des choses. Ce qui signifie que ce racisme est en réalité l'association de la cruauté pure avec un manque d'information des hommes-poissons. La reine des hommes-poissons, Otohime, a très bien compris cette nuance grâce à son grand cœur et à son sens du sacrifice. Mais il est tout à fait compréhensible que la plus grande masse des hommes-poissons ne puissent pas faire la part des choses et accepter les décennies d'oppression qu'ils ont vécues. Malgré tout, le manga nous montre plusieurs façons de dépasser ce type de racisme. Première manière, en prenant le problème à la source, c'est-à-dire en faisant disparaître la cruauté pure du cœur de quelqu'un. Comme exemple, la reine Otohime, qui en mettant sa vie en jeu, a réussi à transformer le dragon céleste Mjosgard. Deuxième manière, en prenant le problème au lieu des effets, c'est-à-dire en changeant la perception des opprimés. Comme exemple, les héros de notre histoire, Luffy et son équipage, ont réussi à remémorer Barbe Blanche et à montrer à toute l'île des Hommes-Poissons que les humains pouvaient aussi être leurs protecteurs, sauver leur île et vivre avec eux. Maintenant, pour relier ce thème à notre monde, je pense qu'il est important de s'arrêter sur les exceptions des deux types de racisme. Car même si elles ne représentent qu'une goutte de mal dans un océan de gens bien, elles suffisent à continuer de faire souffrir bien des gens. Arlong est une exception. Bien qu'il ait eu toutes les preuves nécessaires pour comprendre comment fonctionnait le racisme lié à la peur de l'inconnu, son cœur est bien trop sombre de nature pour qu'il puisse accepter ce qu'il a vécu et oublier sa souffrance. Cela explique qu'il continue à mépriser les humains. C'est ce que l'on pourrait appeler le racisme inversé ou le racisme de l'opprimé devenu oppresseur. Dans One Piece, Nami en est l'une des principales victimes ayant subi pendant des années l'oppression d'Arlong. De l'autre côté, pour le racisme lié à la cruauté pure, l'exception la plus flagrante est représentée par certains dragons célestes, en particulier Charlos. Ce personnage, probablement l'un des personnages les plus détestés de tout One Piece, est si profondément endoctriné dans sa prétendue supériorité qu'aucune épreuve ni exemple qu'il a vécu ne l'a fait changer d'un pouce. Il incarne ces individus qui, dans notre monde également, restent figés dans leurs préjugés et alimentent la haine malgré tout ce qu'on a pu leur montrer. Heureusement, One Piece montre aussi qu'il existe des personnes capables de dépasser ces logiques destructrices, et de continuer à changer la majorité en éclipsant presque complètement les exceptions. La reine Otohime a sacrifié sa vie pour tenter de créer des liens entre les humains et les hommes-poissons, en tentant d'effacer le racisme de la peur de la différence. Fisher Tiger, lui, prisonnier du racisme de la cruauté pure qu'il n'a su comprendre et accepter, a sauvé des humains devenus esclaves et a créé un lien sincère avec l'un d'entre eux. Luffy, qui ne sait sans doute même pas ce que signifie le mot racisme, prouve qu'on peut vivre sans se rendre compte des différences futiles qu'il y a entre les gens. Et enfin Jinbe, héritier des volontés d'Otohime et de Fisher Tiger, continue de porter leur flamme. Il prouve à la fois aux hommes-poissons de One Piece et aux humains de notre monde que peu importe nos différences, c'est le même sang rouge qui coule dans nos veines. Donc même si One Piece est capable de nous transmettre toutes ces leçons, je pense qu'il est important de rappeler qu'il existe et qu'il a existé des héros comme Nelson Mandela, Martin Luther King ou encore Gandhi. Ces héros qui ont inspiré Eiichiro Oda, ce sont les véritables figures de notre monde qui ont combattu le racisme au prix d'innombrables sacrifices. Ils ont choisi la non-violence, la réconciliation et le pardon, malgré la haine, la discrimination et le rejet auquel ils faisaient face. Alors à nouveau, comme les paroles de Norland face à Kalgara, je vous propose de rendre hommage à leur combat, en préservant et en faisant vivre ce qu'ils ont construit. Dans One Piece, l'histoire des hommes-poissons nous montre que la haine naît souvent de la peur, du manque de compréhension ou de la cruauté. Mais en réalité, ce ne sont pas toujours les races ou les espèces qui sont en cause, ce sont les individus qui choisissent leur voie. Car chez les hommes-poissons comme chez les humains, il existe à la fois des êtres capables d'amour et d'entraide, et d'autres animés par la haine. Et c'est justement cette notion de choix qui nous conduit à réfléchir à un thème plus vaste encore, la différence entre le bien et le mal. Qu'est-ce que le bien ? Qu'est-ce que le mal ? Dans One Piece, cela paraît simple au premier abord. La marine le bien qui protège la population, et les pirates le mal qui ne respectent pas les lois. Mais plus on avance dans l'histoire, plus la frontière devient floue. Chaque personnage incarne une facette différente et nous oblige à remettre en question nos certitudes. Et ce n'est pas un hasard. Eiichiro Oda a volontairement interchangé ces notions à de multiples reprises, jusqu'à rendre très difficile la distinction entre les deux. Il me paraît donc important de faire ressortir certains personnages pour se rendre compte de la complexité de cette opposition. Je vais commencer par Monkey D. Garp, un personnage qui est lui-même prisonnier de cette ambiguïté.
De son surnom le héros de la marine, il est respecté de tous, alliés comme ennemis, mais est pourtant constamment perdu entre deux mondes, celui de son devoir de soldat et celui de son rôle de grand-père. Il reste dans la marine car selon lui elle représente la justice, mais il n'accepte pas de devenir amiral pour ne pas avoir à protéger les dragons célestes. Il aime profondément Luffy et Ace, mais il ne parvient pas à choisir clairement entre sa famille et la marine. En tentant de concilier les deux, il a été mis face à de grands dilemmes qui l'ont empêché à la fois d'agir pleinement comme soldat et d'agir pleinement pour sauver ceux qu'il aimait. そうやってわしを抑えておけ戦国でなければわしは杯を殺してしまう À l'opposé de ce doute, Akainu représente une justice brutale, sans nuance. Pour le nouvel amiral en chef, tout ce qui menace l'ordre du gouvernement doit être détruit, même si cela implique de sacrifier des innocents. Il incarne une justice absolue, froide et intransigeante. Selon lui, l'exécution de Ace est nécessaire pour effacer le sang du démon de son père, alors que pour d'autres, condamner un enfant pour les crimes de son père est injuste, car un nouveau-né est innocent. Les actes d'Akainu ne sont pas issus directement de sa haine personnelle, mais plutôt d'une vision implacable de ce qui est juste. Pour certains, il est le garant d'une stabilité, pour d'autres, le visage d'une cruauté qui ne se remet jamais en question. Ensuite vient Fujitora, un amiral radicalement différent. Un amiral qui, après avoir été témoin des pires horreurs de ce monde, a choisi de sauter lui-même la vue. Là où Akainu impose la peur, Fujitora, lui, cherche à corriger les erreurs de la marine et à rendre justice aux victimes. Lors de l'arc de Dressrosa, nous l'avons notamment vu s'opposer au système de grands corsaires qui selon lui protège des pirates commettant des actes destructeurs contre des innocents. Il n'hésite pas à s'excuser publiquement envers les peuples opprimés et montre une grande humilité dans un monde rempli d'orgueil. Sa justice n'est pas aveugle par hasard, elle est aveugle par choix. Une justice qui n'est pas guidée par les apparences ou les ordres, mais par la compassion et la volonté d'assumer les fautes. Ces trois marines suffisent à le montrer, la justice n'a pas une seule définition. Elle dépend de celui qui la porte. Ou comme le dit Aokiji, pour sortir des personnages de la marine, l'histoire des deux frères Don Quijote illustre à merveille la manière dont les choix sont ceux qui définissent de quel côté de la frontière on se trouve. D'un côté, Doflamingo, de l'autre, Corazon. Deux frères, une même enfance, les mêmes humiliations, le même fardeau. L'un s'est fait dévorer par la haine et la domination, tandis que l'autre a choisi la tendresse et le sacrifice. Doflamingo est devenu un tyran manipulateur obsédé par le pouvoir, tandis que Corazon a consacré sa vie à arrêter son frère en tant qu'espion de la marine et a donné sa vie pour sauver celle d'un enfant. Ce contraste entre les deux frères est une démonstration qui nous prouve que la souffrance n'est pas une voie vers le mal. C'est ce qu'on décide d'en faire qui nous fait choisir un camp. C'est pour ça que le prochain exemple se tournera vers quelqu'un qui a vécu une grande souffrance, l'une des plus grandes souffrances qui nous a été donnée de voir dans One Piece. Cette souffrance a permis à ce personnage d'expérimenter à la fois le côté de la haine, mais aussi celui de l'amour. Bien sûr, vous l'avez deviné, comment ne pas parler de Trafalgar dit Waterloo. Né à Flévence, surnommé la Ville Blanche, il en est le seul survivant car le peuple a été anéanti par le gouvernement mondial. Tout semblait l'amener à devenir un monstre, consumé par son désir de vengeance. Mais sa rencontre avec Corazon a tout changé. En plus de lui sauver la vie, Corazon lui a offert une autre voie, celle de l'espoir et du choix. L'eau qui porte cette mystérieuse initiale s'est fait emporter dans le sillage du destin des dits et a tiré parti des connaissances de ses parents pour devenir médecin. Il est devenu un homme qui soigne au lieu de détruire. Il nous montre à nouveau que la souffrance n'est pas une fatalité et que même si à un moment de sa vie il a fait le choix de la haine, ce n'est pas un choix irréversible et qu'on peut toujours changer de côté. Pour le prochain, il n'est pas question de choix. Eh oui, Luffy n'agit pas parce qu'il réfléchit au bien ou au mal, ou pour déchaîner une quelconque souffrance. Il agit simplement à travers ce qu'il ressent. Il protège ses amis, combat ceux qui oppriment et suit son instinct de liberté. Cette naïveté peut sembler simpliste à première vue, mais c'est ce qui la rend pure. Il ne cherche pas à justifier ses actes, il n'a pas besoin de se fier à ce que signifie la morale, il est le reflet brut de ce que signifie suivre son cœur. À Wano Kuni, un simple bol de riz, mangé alors qu'il était affamé et offert par une personne qui ne possédait rien, a suffi à éveiller en lui la volonté de sauver tout un pays et d'assurer que plus jamais son peuple ne souffre de la faim. Il nous montre qu'on peut ne pas se laisser guider uniquement par des choix, mais également par des choses simples et par ce qui se trouve au plus profond de nous. Vegapunk, lui, incarne une autre facette, celle de la connaissance et de la raison. Il cherche à comprendre ce qui l'entoure et c'est ce qui l'amène à rencontrer la justice du gouvernement mondial. Sa curiosité l'a mené à étudier le siècle oublié,
non pas pour nuire au gouvernement, mais pour répondre à une quête de vérité, celle de son ami Clover. Pour certains, il est un génie visionnaire, pour d'autres, la plus grande des menaces pour l'ordre établi. Il montre que même la recherche de vérité et la science ne sont jamais neutres. Elles peuvent libérer ou détruire selon la perspective avec laquelle on les regarde. Cependant, à l'image d'Albert Einstein dans notre monde, il fait preuve d'une grande capacité de discernement et de prudence intellectuelle. Exemple, lorsqu'il énonce au monde la vérité sur la guerre qui a commencé durant le siècle oublié, qui est toujours d'actualité, il nous dit qu'il sait qu'il y a deux camps. Cependant, même si l'un des deux camps, le gouvernement mondial, en a après lui, il ne connaît pas les causes exactes de la guerre. Il n'affirme donc pas au monde que ses ennemis sont le mal. Il suppose qu'il manque de connaissances pour affirmer quoi que ce soit, et il invite donc les gens à se forger leur propre opinion. Pour la suite, il me paraît obligatoire de parler de Im-sama. Cette figure qui se trouve au sommet du monde est entourée de mystères. Contrairement à tous les autres personnages du manga, il ne débat pas, il n'explique pas, il impose. Il est celui qui dans l'ombre efface l'histoire, décide qui a le droit d'exister et qui doit disparaître. Il incarne le pouvoir absolu, celui qui ne se justifie jamais, qui place le bien et le mal entre ses mains et qui contrôle le monde. Son existence représente le plus grand des dangers, quand le bien et le mal ne sont plus l'objet de choix, mais d'une autorité supérieure invisible qui dicte la vérité, qui dicte sa vérité et qui l'impose au monde sans que personne ne sache qu'il existe, ce qui prive l'humanité de sa liberté. Pour combattre cette vérité invisible, il n'est pas forcément nécessaire de savoir qui la détient, mais plutôt quels en sont les rouages. Et le personnage qui semble l'avoir le mieux compris, c'est sans doute Monkey D. Dragon. Il incarne la rupture absolue avec le système. Il a commencé sa vie dans la marine comme son père Garp, mais n'y ayant pas trouvé de forme de justice, il a décidé de la quitter. Là où Garp accepte de rester malgré ses désaccords, Dragon lui décide de rompre totalement avec l'institution. Il a compris que la justice de la marine n'était pas universelle, mais l'outil d'un pouvoir plus grand, celui du gouvernement mondial. Il a donc décidé de suivre une option radicale, créer sa propre justice en créant l'armée révolutionnaire, un mouvement capable de défier directement l'ordre établi. Son rôle dans One Piece est donc très important, car même sans en connaître tous les détails, il incarne la volonté de briser ce système caché qui écrase la liberté sous prétexte d'ordre. Il devient donc indirectement l'opposant naturel de Im. L'un impose la soumission totale, l'autre revendique la liberté. Il nous prouve que même si c'est très difficile, on peut toujours se battre contre un système que l'on trouve injuste. Comment ne pas finir par Bartholomew Kuma? Ce personnage nous laisse une note d'espoir. Il incarne une réponse proche de celle de Corazon et Law face à leur souffrance. Malgré toutes les raisons qu'il avait d'en vouloir au monde, il a choisi d'aider les gens. Dès sa naissance, son destin semblait scellé. Voué à l'esclavage, marqué du sang des boucaniers, orphelin à 4 ans après la mort de sa mère et l'exécution de son père sous ses yeux. Plus tard, il a dû renoncer à se marier à la femme qu'il aimait pour la protéger, avant de la voir se faire enlever sans rien pouvoir faire puis mourir d'une maladie sans qu'il ne puisse la revoir. Son propre village devait être brûlé par son roi, et sa fille, malade dès l'enfance, l'a fait sacrifier sa propre vie pour qu'elle puisse être soignée. Malgré ça, il a toujours continué de croire en Nika et à tendre la main à ceux qui souffraient autour de lui. Transformé en machine par le gouvernement mondial, réduit à l'état d'arme sans volonté, il a tout de même réussi à protéger l'avenir de sa fille et de son héros Luffy. Il incarne la force silencieuse de l'amour, de l'altruisme et du sacrifice, car même en étant privé de tout, il a choisi de rester fidèle à son humanité. Il nous montre qu'avec une volonté plus forte que tout, on peut toujours continuer de protéger ce que l'on trouve juste, malgré les épreuves de la vie. Tous ces exemples ne représentent qu'une petite partie des personnages de One Piece, mais ils peuvent suffire à nous guider dans cette opposition entre le bien et le mal. Vous aurez remarqué que je n'ai jamais qualifié un seul personnage comme le bien ou le mal lui-même, car c'est justement le point central. La frontière entre les deux est quelque chose de subjectif, qui varie selon l'endroit où l'on se trouve et selon qui détient les règles. C'est pour cela que je vous invite à vous faire votre propre avis, car il ne semble pas exister de réponse universelle. D'ailleurs, l'actualité d'il y a quelques jours me permet de vous questionner. Hier, c'était les 80 ans de l'indépendance de l'Indonésie. Le drapeau national rouge et blanc était partout dans les rues, mais un autre étendard très visible les semaines passées dans le pays était un peu plus discret. Il s'agit du Jolly Roger de l'équipage de Luffy. Des membres du gouvernement ont déclaré que brandir ce drapeau était un acte de trahison envers le pays. Des usines qui fabriquaient le fameux drapeau ont été perquisitionnées par la police et des fresques à l'effigie du célèbre pirate ont été effacées. Depuis le mois de février, la jeunesse indonésienne a lancé de grandes manifestations contre le gouvernement
et son président Prabowo Subianto, élu en octobre 2024. Selon des médias locaux, l'utilisation de ce drapeau aurait été lancée par des conducteurs de poids lourds qui s'opposaient à des mesures gouvernementales. Mais depuis le mois de juillet, c'est la jeunesse, chez qui le manga est super populaire, qui l'a adopté comme symbole de contestation. Dans le manga, Luffy et ses coéquipiers s'opposent à un gouvernement jugé liberticide et oppressant. On peut faire un parallèle assez évident entre le peuple indonésien et son gouvernement jugé de plus en plus autocratique par des experts cités par la BBC. Alors dites-moi, dans cette histoire, qui représente le bien et qui représente le mal ? Si la frontière entre le bien et le mal est aussi floue, qu'en est-il de leurs conséquences sur le monde qui nous entoure ? Si on a pu voir précédemment que c'est en grande partie les choix qui nous amènent vers le bien ou le mal, ceci n'influence pas seulement la société, mais également la planète sur laquelle on vit. Dans One Piece, les conséquences des choix humains sur la planète apparaissent de façon très marquante à travers la montée des océans. Nous apprenons lors du message de Vegapunk sur Egghead Island que le niveau moyen des océans a augmenté de 200 mètres et que cela est dû à la guerre qui a eu lieu il y a 800 ans, durant le siècle oublié. Il explique que ce cataclysme n'est pas le résultat d'un phénomène naturel, mais bien l'héritage direct d'un conflit avec les armes antiques, capable d'engloutir des civilisations entières. En regardant ce que Kaido a été capable de faire subir au pays de Wano, on comprend à quel point les choix d'un seul homme peuvent détruire un territoire. Il suffit donc de s'imaginer s'entrechoquer les choix et la volonté de deux entités pouvant changer le monde, pour imaginer l'ampleur des changements que cela peut créer. Là où notre monde voit ses littoraux disparaître sous l'effet de la fonte de la calotte glaciaire, celui de One Piece a sans doute vu sombrer un continent entier, engloutissant la plupart des villes sous l'eau et ne laissant que des îles éparpillées à travers le monde. Un élément particulier illustre ce bouleversement, Red Line, qui est probablement l'un des plus gros symboles des conséquences de cette guerre, car n'existait probablement pas avant. Comme nous le montrent les baleines de la même espèce que la boune avec leurs cicatrices, elles semblent avoir tenté de nombreuses fois de faire tomber ce mur rouge, sous-entendant que Red Line est un élément artificiel qui n'existe pas depuis toujours. Red Line est peut-être l'une des causes les plus importantes de la montée des eaux, car lorsque l'on plonge un corps quelconque dans l'eau, celui-ci déplace un volume d'eau égal à son volume immergé, pouvant expliquer la montée des eaux de 200 mètres. Et c'est là que le parallèle avec notre réalité devient intéressant. Dans notre monde, la montée des eaux est due au réchauffement climatique qui est né de la volonté de l'homme d'évoluer, d'aller vers le progrès et gagner en puissance sans réelle connaissance de toutes les conséquences. L'exploitation des énergies fossiles est probablement l'exemple le plus marquant, altérant l'équilibre de la Terre en provoquant un effet de serre qui augmente la température de l'air, fait fondre les calottes glaciaires et crée donc une montée des eaux. Que ce soit dans One Piece ou dans notre monde, la planète paye le prix des ambitions humaines. Et dans One Piece, ce qui semble être la punition de l'ambition des hommes, c'est bien Im, qui représente le dirigeant d'un monde depuis les temps anciens et qui refuse le progrès. Ce progrès était sûrement symbolisé par le premier pirate de l'histoire, Joy Boy, qui était l'ennemi de Im durant la guerre du siècle oublié. Im semble donc représenter métaphoriquement une personnification de la limite que la planète Terre impose dans notre réalité. Car si dans notre réalité, ce qui nous empêche d'utiliser les progrès que l'humanité a fait, c'est la planète elle-même qui nous montre ses limites, dans One Piece, c'est Im qui semble jouer ce rôle. Le réchauffement climatique est une thématique qui a pris de l'importance ces dernières années, ce qui pourrait nous faire penser qu'Eiichiro Oda n'avait pas du tout ça en tête au moment où il a commencé son manga. Mais c'est peut-être justement là que réside la plus grande force de One Piece. Ce n'est pas une œuvre figée, elle a évolué avec le temps, que ce soit par son animation, par les nouvelles problématiques que l'auteur a intégrées ou encore par les références qu'il a ajoutées en cours de route, comme avec l'exemple des 6 corps de Vegapunk qui font écho aux 6 corps de Pain dans Naruto. En se réinventant constamment tout en gardant sa cohérence, One Piece a grandi en même temps que ses lecteurs. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi, même après plus de 25 ans, son récit continue de résonner avec notre monde. Cependant, revenons-en à l'essentiel, la solution que semble apporter Eiichiro Oda à cette montée des eaux. Avec Mother Flame, Eiichiro Oda nous a montré que la science peut approcher le rêve d'une énergie infinie, bien que Vegapunk dise qu'il existait il y a 800 ans une énergie infinie capable de déplacer le robot Emmet. Cependant, il nous avertit. Cette énergie peut aussi amener à la destruction, comme l'a montré l'incident de Lulusia. En opposition à cela, Luffy incarne une autre voie. Avec le Gear 5 et le pouvoir du guerrier de la libération, il éveille une énergie mystérieuse qui ne naît pas de la technologie, mais plutôt de ses battements de cœur, du rire, de la joie et de la liberté, ce qui lui permet de déplacer Emmet. C'est une métaphore intéressante. Dans notre monde, la solution ne sera pas seulement technique, avec le solaire, l'éolien, le nucléaire ou peu importe. Elle sera aussi humaine. Car même dans l'hypothèse où nous réussissons à trouver une énergie illimitée, elle ne pourra pas sauver la planète si elle est mal guidée. Il faudrait qu'elle soit guidée par un esprit comme celui de Nika, une énergie qui ne divise pas, mais qui libère, qui rassemble par le rire et par la joie. C'est peut-être là que veut nous amener Eiichiro Oda. La seule énergie inépuisable,
c'est celle que nous créons en continuant de rire même face à la difficulté. Et peut-être que c'est par là que commence la vraie solution pour notre monde. Le réchauffement climatique ravage les milieux naturels, mais pas seulement. Il engendre également des guerres, attise les conflits pour les ressources vitales et contribue à renforcer les rivalités autour des terres. Cependant, il est beaucoup trop simple de croire que la crise écologique est la seule source des conflits dans le monde. Il existe d'autres raisons, tout aussi profondes, qui poussent les peuples à s'opposer. La mémoire collective, la protection des terres considérées comme sacrées, ou encore l'héritage d'injustices historiques. Il existe de nombreux conflits aux causes diverses. Je vais donc me concentrer par la suite sur l'un des plus actuels. Il existe de nombreuses références dans One Piece à des conflits ayant également eu lieu dans notre monde. Mais je pense que le plus marquant dans le manga sera de revenir à nouveau 23 ans en arrière, dans l'arc de Skypiea, avec la lutte entre les Chandiens et les Skypiens autour de la Verse. 戦いの負傷者に区別などないのだ。遠い過去にたとえどんな壮絶な戦いの理由があったとして、今生きる我々にはこの空が故郷。少なくとも大地は何者も拒んではいない。人々は今誰一人戦いなど望んではいない。 Dans le chapitre 300, lorsque le combat contre Ener prend fin, le doyen des Chandiens déclare que la Verse appartient à tous ceux qui y vivent désormais. Cette phrase résonne comme un écho saisissant au conflit de notre monde. Car ce que nous voyons ici, ce sont deux peuples qui revendiquent la même terre. Les Chandiens, qui en sont les habitants originels, et les Skypiens, qui ont voulu s'y installer après son arrivée dans le ciel. Le parallèle avec la Palestine est frappant. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs se sont vus attribuer une partie des terres de la Palestine pour garantir leur sécurité. Mais au fil du temps, cette implantation a mené à un conflit où Israéliens et Palestiniens revendiquent tous deux la légitimité sur la même terre. Comme à Skypiea, chacun se considère dans son droit. La solution que propose Oda est alors radicalement différente de la logique de domination. La terre ne doit pas appartenir à l'un ou l'autre, mais à tous. C'est une remise en question de notre manière de penser. Au lieu de diviser et de tracer des frontières, il s'agirait de partager ce qui est commun et sacré. これからこの国に必要なのはそれを治めるものだ。お主が適任であろう。この都市はもともとお主らのものなのだ。そんなもの理由にならん。みんなこの戦いで身に染みたはずだ。バースは誰にも所有できないとな。国の名はスカイピア、都市の名はシャンドラ。これを一つにできるのはこの国の戦いにいつでも苦悩し続けたあんたしかおらん。もう一度神の座につき、まだ傷跡の深いこの国を支えてほしい。 Dans le chapitre 302, Ganfor et l'ancien Chandien poursuivent cette réflexion. Il explique qu'un dirigeant neutre serait le meilleur garant de la paix, car il pourrait prendre soin de tous les habitants sans favoritisme. Là encore, l'écho avec notre monde est frappant. Les conflits persistent souvent parce que chaque camp est guidé par ses propres dirigeants, qui défendent avant tout les intérêts de leur peuple, quitte à écraser la liberté de l'autre. La paix semble alors impossible tant que personne n'accepte de s'élever au-dessus des différentes rivalités identitaires et historiques. C'est peut-être ce qu'il manque cruellement au conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Une figure ou une autorité capable de protéger les deux peuples à égalité, sans rien avoir à gagner à ce qu'ils se divisent. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Cette citation d'Albert Einstein nous rappelle que la passivité est une forme de complicité. Dans le cas de la Palestine, du Congo ou de tant d'autres conflits dans le monde, rester indifférent ou détourner le regard contribue à prolonger la souffrance. Or, comme nous l'a montré Skypiea, la solution à ces conflits pourrait venir d'un tiers neutre capable de protéger tous les habitants sans favoritisme. Mais ce tiers neutre ne se manifestera peut-être pas de lui-même. Il se pourrait même qu'il se trouve déjà parmi nous. C'est pourquoi nous avons tous, à notre échelle, une responsabilité. Rester attentif, agir quand c'est possible et ne pas laisser passer l'opportunité de changer les choses. À travers Skypiea, Eiichiro Oda nous invite non seulement à comprendre les racines de la guerre de territoire, mais aussi à prendre conscience que nous avons tous, à notre échelle, une responsabilité. Celle de ne pas rester silencieux face à l'injustice. Si nous avons vu que la guerre peut naître de la peur et de l'incompréhension, l'amitié, elle, ouvre la porte à l'espoir. Ce qui sauve les êtres humains, c'est une main tendue, un regard qui dit « tu n'es pas seul ». Là où la guerre sépare et rejette, l'amitié, elle, rassemble, répare et redonne à chacun une place dans ce monde. One Piece déborde de moments nous démontrant la puissance de l'amitié.
les exemples ne manquent pas. J'ai décidé de m'attarder sur un exemple, celui de Nico Robin. Depuis son enfance, elle a été rejetée, persécutée et stigmatisée pour ce qu'elle représentait, jusqu'à être surnommée l'enfant démoniaque par le reste du monde. On le voit très tôt lorsqu'elle est encore enfant à Ohara. Les autres enfants de l'île la harcèlent parce qu'elle possède un fruit du démon, la rejetant sans chercher à la comprendre. Cela se retrouve également dans notre réalité. Beaucoup de personnes subissent l'exclusion ou le harcèlement à cause de leurs différences. Eiichiro Oda nous invite à agir. Si nous voyons quelqu'un subir cela, nous devons en parler, intervenir, ne pas rester silencieux et tenter de lui tendre la main. Dans notre histoire, cette main est d'abord représentée par Saolo, le géant ancien membre de la marine. Il devint d'abord ami avec Robin, puis se fait attraper par la marine en essayant d'aider Robin à fuir Ohara. Il plantera alors dans la tête de Robin une graine, celle de garder espoir malgré sa solitude actuelle. La mer est vaste. Un jour, sans aucun doute, les amis qui te protégeront apparaîtront. Personne n'est né dans ce monde pour être seul. Et ses amis ont fini par apparaître, avec à leur tête nul autre que Luffy. Celui qui accepte les gens rejetés sans jamais les juger et qui est prêt à soulever des montagnes pour sauver ceux qu'il aime. Au moment où Robin semblait ne plus vouloir vivre, ce sont ses amis qui ont détruit les chaînes de ses peurs et qui ont défié le monde entier lui-même pour la protéger. C'est ce genre d'exemple qui illustre que l'amitié n'est pas seulement un réconfort, mais aussi une force capable de sauver ce qui semble insauvable, de réparer ce qui semble être détruit et d'unir ce qui semble être séparé. Alors si vous vous sentez exclu ou harcelé, rappelez-vous de Robin. Il existe toujours des gens prêts à vous aider et à vous protéger. Alors même si cela peut être difficile, trouvez la force de demander de l'aide. Si vous vous sentez seul, sachez que le monde est vaste, et tôt ou tard, vous trouverez ceux qui vous correspondront. Et si vous avez déjà des amis, n'oubliez pas que cette amitié est une force. Servez-vous-en pour vous tirer les uns et les autres vers le haut, et pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Nous vivons dans un monde fragmenté. Un monde où foi et science semblent s'opposer, où les conflits naissent des différences, où l'humanité se divise en camps. Un monde où chacun semble chercher sa vérité sans écouter celle des autres. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous des morceaux d'un même puzzle. Des individus uniques, irremplaçables, qui une fois réunis forment quelque chose de plus grand que nous-mêmes, l'humanité. Dans One Piece, ce message est symbolisé par le nom même de l'œuvre, One Piece. Une pièce unique, mais composée de 1000 visages, de 1000 histoires, de 1000 douleurs et de 1000 espoirs. Et ce message n'est pas sans nous rappeler une autre morale d'un manga bien connu, Full Metal Alchemist, qui à travers une simple phrase nous dit « Un est tout, tout n'est qu'un ». Cette philosophie enseigne que chaque être vivant, chaque élément et chaque action fait partie d'un tout plus vaste, le monde. Du plus petit brin d'herbe à la plus grande des montagnes, tout est lié. Rien n'existe de façon isolée. Même l'individu le plus insignifiant en apparence a un impact sur l'équilibre global. Et cela fait à nouveau écho de manière très puissante aux mots de Norland face à Kalgara, à ce moment-là, coincé dans une crevasse. Vos dieux, aussi formidables soient-ils, ne valent pas une vie humaine. Chaque vie se vaut, et chaque vie est une partie de notre monde. Et inversement, le monde entier vit à travers chacune de ses parties. C'est une vision profondément humaniste qui nous invite à prendre conscience de notre rôle dans ce grand tout, à comprendre que nos gestes ont des conséquences, que nos choix façonnent l'ensemble, et que notre bien-être dépend aussi de celui des autres. C'est une leçon d'unité, de responsabilité et de respect. C'est un appel à ne plus voir le monde en opposition, mais en liaison réciproque. Et dans One Piece, c'est notre personnage principal qui incarne cette idée mieux que quiconque. Par sa simplicité, sa générosité, sa capacité à rassembler des personnes différentes sans jamais juger, il devient le symbole de cette union. Il ne cherche pas à sauver le monde directement, mais il sauve ceux qu'il rencontre et accepte ceux qui existent en les reconnaissant pour ce qu'ils sont. Pour certains, il est un allié, pour certains, un ami, et pour d'autres, une source d'espoir. Cependant, dans notre monde, il n'existe malheureusement pas de Luffy pour nous unir. Alors j'ai l'impression que pour y arriver, il nous revient à tous de devenir une part de Luffy. Je dirais faites simplement de votre mieux pour incarner ce que vous pouvez. Être celui ou celle qui écoute, qui tend la main, qui fait rire ou qui croit en l'autre. Chacun peut porter un fragment de ce que Luffy représente à la hauteur de ce qu'il se pense être capable de supporter. Et c'est selon moi en rassemblant toutes ces parts, dispersées dans chacun de nous, que l'unité se construit. Pour moi, One Piece c'est ça. C'est cette grande fresque humaine qui nous rappelle que la liberté ne peut exister sans respect, que la paix ne peut naître sans écoute,
et que le futur ne se construit que dans l'union des différences. Un est tout, tout n'est qu'un. Et ensemble, nous sommes One Piece.